Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc sur les chemins de la neutralité carbone pour ceux qui ne sont pas sur le chemin des vacances. Voilà, donc en tant que président de l'IFPEB et associé de Carbone 4, je suis très heureux d'introduire cet exercice de cohérence entre la théorie et la pratique, donc exercice auquel on va se livrer dans les minutes qui viennent. Voilà, alors très rapidement, vous savez que le bâtiment, évidemment, c'est une activité humaine majeure et donc à ce titre, elle est très grosse contributrice de gaz à effet de serre. Voilà. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut faire mieux, on peut faire même beaucoup mieux en matière de bâtiments et d'immobilier. Voilà, ce qui crée des obligations à ce secteur. Vous savez que l'urgence climatique va commander l'action publique là où c'est possible, et c'est possible dans le bâtiment et dans l'immobilier. Voilà. La préférence collective, la politique, les citoyens, les maires, tout le monde va s'emparer du sujet du bâtiment. Encore une fois, parce que c'est possible de changer, parce qu'il y a des leviers. Les acteurs du bâtiment et de l'immobilier doivent s'attendre à ce que les conditions d'exercice de leur métier, de leur savoir-faire, soient donc profondément changées dans les années à venir par ces changements de paradigme. Alors, à quel point, vous allez me dire à quel point ça va changer, si vous voulez avoir une indication, si vous voulez vous figurer l'ampleur de la transition à venir, vous avez juste à regarder un tout petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie automobile et voir à quel point l'émergence de la mobilité électrique est en train de complètement transformer la mobilité et l'industrie automobile en général. Voilà à peu près l'ordre de grandeur de la vague de transformation à laquelle il faut s'attendre dans l'immobilier et dans le bâtiment. Voilà, donc la transition est possible. Oui, oui, affirmatif, la transition est possible. Dans l'heure qui vient, nous allons essayer de nous accoutumer aux éléments de langage et de méthode sur ce qu'est la neutralité. Nous allons parler du cadre de la planification, de la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone qui est donnée, et puis aussi et surtout nous approprier les grandes pratiques opérationnelles démontrées, hein, qui vont permettre effectivement de faire cette transition vers la neutralité. Et nous allons montrer donc que c'est parfaitement possible et donc souhaitable. Voilà. Je passe la parole à Christophe. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous. Je suis Christophe Rodriguez. Je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Laurent nous a donné le cap. Nous allons parler aujourd'hui du chemin de la neutralité carbone et plus particulièrement dans le cadre de l'immobilier et la construction. Et Laurent l'a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'ores et déjà un certain nombre de grandes tendances, de grandes solutions que nous allons pouvoir partager. Nous commencerons tout d'abord par une introduction de César de Carbone 4 qui nous donnera tous les éléments de langage de compréhension du sujet de la neutralité. Puis je vous parlerai des tendances programmatiques dans le neuf et la rénovation. Nous prendrons le temps ensemble d'échanger sur les différentes solutions qui vont venir nourrir les bilans et les grands projets dans le public de rénovation énergétique notamment et de construction. Nous aurons ensuite 3 témoignages, Bouygues Immobilier avec Julien Brisbourg, Celsius avec Cindy de Michel et Postimo avec Alain Lecor, qui nous parleront de cas concrets, de solutions concrètes qui existent et qui nous permettront d'aller step by step vers le chemin de la neutralité. César, c'est à toi. Merci beaucoup Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous parler des premiers éléments sur la neutralité carbone. Donc je suis moi consultant senior chez Carbone 4 et je voulais vous donner des petits éléments de contexte sur cette belle notion qu'était la neutralité carbone. Alors pour faire ça, je vais invoquer une métaphore qu'on adore faire, c'est la métaphore de la baignoire. Pour bien comprendre la neutralité carbone au niveau mondial, il faut vous imaginer dans une salle de bain et considérer que vous êtes devant une baignoire remplie d'eau. Donc la quantité d'eau représente en fait la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et on sait que plus la baignoire est remplie, plus le réchauffement est grand. On sait qu'il y a une corrélation directe entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et le degré de réchauffement. Avant l'ère industrielle, on avait un niveau d'eau qui était stable. Il était stable parce qu'on n'avait absolument aucune action en tant qu'homme sur la concentration de CO2. Arrive la révolution industrielle et depuis un siècle et demi, sur la slide suivante, on a joyeusement ajouté du carbone dans l'atmosphère. Alors si on peut passer à la slide d'après,
Merci beaucoup. On a ajouté du carbone dans l'atmosphère puisque on a trouvé des ressources fabuleuses qui s'appellent les énergies fossiles et qui présentent l'inconvénient de dégager du CO2 lors de la combustion. Ce qui fait que depuis 1850, on a augmenté significativement la quantité de CO2 dans l'atmosphère et on a réchauffé à ce stade l'atmosphère, enfin en tout cas la surface de la planète d'à peu près 1 degré, 1,2 degré. La raison pour laquelle ce niveau d'eau a monté, c'est qu'on a un robinet grand ouvert, c'est nos émissions. La bonne nouvelle, en tout cas théoriquement, c'est que, comme toute baignoire qui se respecte, on devrait avoir une sorte de siphon, une bonde qui évacue l'eau année après année. Et ça, c'est ce qu'on appelle les puits de carbone. C'est en fait toutes les puits d'absorption de CO2 qui permettent de diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on parle des puits de carbone de type forêt, sol ou éventuellement à l'avenir technologie d'émissions négatives. Donc en fait, la neutralité carbone à l'échelle de la planète, donc telle qu'elle est définie par la science, donc le GIEC en fait sa définition, qui a été repris dans l'accord de Paris. La définition de la neutralité carbone à l'échelle de la planète, c'est un équilibre entre, entre le robinet et le siphon, c'est-à-dire entre les émissions anthropiques et les puits anthropiques. Quand on dit anthropique, c'est géré par l'homme. Donc en fait, les deux objectifs, 2 degrés d'une part et neutralité carbone d'autre part, sont complémentaires, puisqu'en fait, pour atteindre l'objectif 2 degrés, c'est-à-dire stabiliser le niveau d'eau dans la baignoire, il est nécessaire d'atteindre la neutralité carbone suffisamment tôt, c'est-à-dire d'équilibrer le robinet et le siphon suffisamment tôt, c'est-à-dire avant que la baignoire ne déborde. En fait, le GIEC, donc là, vous avez sous les yeux des scénarios qui ont été élaborés par le GIEC dans leur rapport 1,5 degré qui est sorti en 2018. En fait, ce que ça montre, c'est que la neutralité carbone, c'est d'une ambition radicale, puisque pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète, il faut des transformations techniques extrêmement fortes. Vous voyez que les 4 scénarios que propose le GIEC, il y a un point commun, c'est la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre qui sont définies en gris ici. En parallèle de cet effort du coup sur les fossil fuels et l'industrie en gris, on doit avoir une augmentation parallèle des puits de carbone, donc en marron et en jaune ici sur les schémas. Ce qui veut dire qu'en fait, pour espérer atteindre la neutralité mondiale, il faut à la fois réduire les émissions drastiquement et à la fois augmenter les puits de carbone, donc forêt, sol et technologie d'émissions négatives, très très fortement. Un point intéressant, c'est que la France, donc c'est la slide suivante, qui est elle-même dotée d'un objectif net zéro. Parce qu'en fait, c'est vrai que l'objectif de neutralité carbone à l'échelle de la planète, c'est intéressant, c'est scientifiquement rigoureux, mais c'est pas opérationnalisable. Donc la France a décidé de se doter elle-même d'un objectif en soi de neutralité nationale. Et ça correspond ni plus ni moins à la transcription de l'objectif mondial, c'est-à-dire équilibrer les émissions sur le territoire français avec les puits de carbone sur le territoire français. Donc c'est un peu schématisé sur le schéma que vous avez sous les yeux. Dire que vous avez en 2015 une grande roue d'émissions qui vaut 460 millions de tonnes de CO2 et qu'il faut réussir à équilibrer avec le puits forestier que vous voyez sous forme de petits arbres en bas, qui sont à peu près 40 millions de tonnes de CO2. L'objectif de neutralité carbone de la France, c'est de faire une division par 5 ou 6, plutôt 6-7 des émissions entre 2015 et 2050, et en parallèle, un doublement des puits pour parvenir aux 85 millions de tonnes de CO2 en 2050. Et donc pour faire ça, il va falloir faire 2 choses en parallèle. Premièrement, diminuer drastiquement les émissions de chacun des secteurs de l'économie que vous avez ici sous les yeux, c'est-à-dire le transport, la production d'énergie, le bâtiment, l'industrie, etc., de manière à diviser par 5 ou 6 en 30 ans. Et en parallèle, de doubler les puits de carbone nationaux, donc la forêt, les produits bois, les autres terres et les technologies d'émissions négatives. Donc c'est un exercice hyper intéressant puisque la France s'est dotée de son propre objectif net zéro qui concerne a priori tous les secteurs de l'économie. Parmi tous ces secteurs, le secteur du bâtiment occupe une place assez particulière. Premièrement parce que c'est un contributeur assez significatif aux émissions nationales.
c'est le deuxième secteur le plus émetteur après les transports. En 2016, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment représentaient 26% des émissions totales. Donc quand je dis 26%, c'est vraiment les consommations directes du secteur, c'est-à-dire qui concernent l'usage des bâtiments. C'est vraiment ce qu'on va émettre pour les besoins directs d'énergie des bâtiments eux-mêmes. Mais bien sûr, on doit ajouter à ça toutes les émissions relatives aux produits de construction et de rénovation, dont les émissions sont comptabilisées non pas dans le secteur du bâtiment à proprement parler, mais plutôt dans le secteur national de l'industrie. Et si on combine les deux, on arrive à peu près un tiers des émissions nationales qui sont dues au secteur du bâtiment au sens large. Donc si on reprend notre petit trou de tout à l'heure, on se rend compte en fait que le secteur du bâtiment au sens large, c'est-à-dire non seulement l'usage mais aussi l'exploitation, se retrouve un peu partout dans cette roue d'émissions qu'on a actuellement, puisqu'on a à la fois des émissions qui sont liées à la production d'énergie, parce que finalement, pour faire vivre un bâtiment, pour le chauffer, etc., il va falloir utiliser de l'électricité ou de la chaleur, qui représentent des émissions indirectes. Il faut aussi mobiliser des émissions directes, par exemple le gaz, le fioul, le charbon, pour chauffer les bâtiments. Donc ça se retrouve directement dans la partie bâtiment des émissions. Et puis troisièmement, il va bien falloir rénover et construire ces bâtiments et donc faire appel à des matériaux de construction. Et ça fait plutôt faire appel aux émissions liées à l'industrie dans ce découpage d'émissions. Donc en fait, l'appropriation de l'ambition de neutralité carbone nationale par le secteur du bâtiment se traduit par plusieurs objectifs pour le secteur du bâtiment. On a d'abord, en termes de carbone, un double objectif. On a un objectif déjà qui va concerner les consommations d'énergie, donc les usages RT et spécifiques des bâtiments, puisque la stratégie nationale bas carbone demande au secteur du bâtiment, dans la phase d'usage, d'arriver à zéro émission en 2050. Donc vraiment, c'est zéro émission absolue, puisque la stratégie nationale bas carbone considère qu'en 2050, l'ensemble des vecteurs énergétiques de chauffage et autres usages du bâtiment doivent être totalement décarbonés. C'est-à-dire, grosso modo, uniquement du biogaz, uniquement de l'électricité décarbonée et plus du tout de fioul, de gaz fossile, de charbon et autres. Donc ça, c'est pour la cible usage. Et puis, il y a une cible construction, puisque le secteur industrie de la stratégie nationale bas carbone demande une baisse de 80% des émissions entre 1990 et 2050. Donc en fait, on se retrouve avec un secteur du bâtiment qui est à la fois tenu de se décarboner totalement en usage et de diviser par 5 ses émissions sur la construction et les équipements. À cela s'ajoute une cible énergie, puisque la stratégie nationale bas carbone vise un niveau BBC équivalent pour l'ensemble du parc en 2050, ce qui nécessite à la fois de construire de manière très performante, mais aussi de rénover l'ensemble du parc au niveau des étiquettes A, B ou C. Donc voilà un petit peu pour le panorama de ce que veut dire la neutralité carbone française pour le secteur du bâtiment. Et je laisse la parole à Christophe pour la suite. Merci César. Donc nous avons à présent la vision globale à l'échelle du monde, de la France, et nous allons à présent faire un focus sur l'immobilier et la construction. Vers le chemin de la neutralité carbone. Alors tout d'abord, quelques prérequis. Ayons-le à l'esprit, l'arrivée du carbone dans le monde de la construction est une véritable révolution. Nous avons depuis à présent quelques temps pu travailler le label E+C- énergie carbone, où nous ne parlons plus seulement que de l'énergie, nous parlons du carbone. Nous avons mis assez longtemps à maîtriser les kilowattheures par mètre carré, etc. Et donc à présent, nous allons devoir apprendre la grammaire du carbone. Alors quelques prérequis. Le premier, César a commencé à le mentionner, nous allons réaliser des bilans de gaz à effet de serre sur 50 ans sur les bâtiments, avec 4 contributeurs principaux. Le premier, qui est les produits de construction et d'équipement, on va analyser de la phase de production, la phase de mise en œuvre, l'exploitation, puis la fin de vie, l'analyse de cycle de vie global de chacun des matériaux combinés pour avoir une vision globale de l'impact du choix des matériaux et des équipements de construction. Ça donnera lieu à un indicateur clé qu'on appellera EGES, PCE. Donc le PCE, c'est les produits de construction et équipement. Et ensuite, on retrouve 3 autres contributeurs sur la consommation d'énergie, ce qui se passe pendant le chantier et les consommations d'eau. Donc retenons-le,
Le carbone, une révolution dans le monde de la construction, avec 2 indicateurs, les émissions de effet de serre globales sur 50 ans du bâtiment, avec un focus que nous ferons sur le choix des matériaux. Et vous le verrez, c'est important pour appréhender tout à l'heure les grandes dispositions programmatiques à venir. Alors, si on reprend la stratégie nationale bas carbone et qu'on fait un focus sur le bâtiment, il est important d'avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, effectivement, nous partons d'une cible entre 2015 et 2030 avec un objectif de diminution de 50% entre 2015 et 2030. Et lorsqu'on se projette horizon 2050 et qu'on regarde où nous étions, par exemple, en 2017, déjà, premier constat, nous constatons qu'entre 2015 et 2017, on n'a pas eu de décroissance très forte. Donc, le monde de la construction se met en marche de façon progressive. Et horizon 2050, on parle d'un facteur 17. Donc le monde de la construction, le secteur du bâtiment sera un contributeur extrêmement fort et l'enjeu est vraiment très significatif. On parle de moins 8% par an pour atteindre la neutralité carbone sur le périmètre de l'industrie du bâtiment. Donc un challenge très important. On a quelques éléments, quelques premières pièces du puzzle. La réglementation environnementale 2020 va nous donner des premières cibles en énergie et en carbone qui vont déjà permettre de progresser sur ces ambitions carbone. Comme l'a expliqué César tout à l'heure, horizon 2030, les bâtiments neufs devront atteindre un objectif C2 pour être dans la trajectoire carbone. Et on sait qu'horizon 2050, César l'a évoqué, on devra être sur l'équivalent d'un référentiel BBC, mais BBC, on est sur du conventionnel, donc il conviendra de se poser la question des consommations énergétiques réelles et des enjeux connexes comme le confort, la qualité d'air, etc. Et une décarbonation totale des usages. Donc un certain nombre de questions restent pleines et entières. Première question, quelle est la trajectoire sur la rénovation ? Puisqu'on a quelques éléments de langage, on est en train de se construire un univers de pensée grâce à la RE 2020 sur le carbone, mais tout reste à définir. Quelle norme énergétique ? On parle d'un équivalent BBC, mais quelle traduction concrète et quel référentiel, et enfin, quelle solution mettre en œuvre. Et nous pouvons à présent parler du chemin de la neutralité, et commençons par le neuf. Sur le parc immobilier, sur la construction neuve, tout d'abord, quelques enjeux. Nous l'évoquions tout à l'heure, la RE 2020 va être une véritable école du bas carbone. Nous allons apprendre la grammaire du carbone. Et nous avons la conviction que, comme pour l'énergie, nous aurons une très forte compétition carbone, notamment pour l'accès au foncier. Les aménageurs seront des véritables chefs d'orchestre qui donneront le là, donc il faut s'y préparer. Et c'est d'ores et déjà aujourd'hui qu'il faut avoir à l'esprit des grands axes programmatiques à mettre en œuvre pour aller vers la neutralité carbone. Tout à l'heure, nous parlions de l'objectif C2. Rappelons que dans le cadre du label E+, C-, on a défini 2 grands objectifs carbone, C1 et C2, avec toujours, vous le voyez, ce focus sur la partie PCE. PCE, c'est le choix des matériaux, produits de construction et équipement. Sachant que l'objectif carbone 1 était un objectif qui avait plutôt vocation à apprendre à faire des analyses de cycle de vie, et l'objectif carbone 2 est un objectif très ambitieux. L'IFPEB et Carbone 4 ont réalisé depuis un an une sorte de camp d'entraînement du bas carbone avec des grands donneurs d'ordre, une quinzaine de maîtres d'ouvrage. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons construit des outils concrets de prescription du carbone qui nous ont permis notamment de faire une analyse fine de l'observatoire E+C-, que je vous présente après. Que peut-on constater? Si on fait un zoom sur le nuage de points, nous constatons aujourd'hui que sur l'ensemble des bâtiments qui ont donné lieu à un label E+C-, la très forte tendance qui en émerge, c'est plutôt un objectif de carbone C1. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on peut tirer un premier constat qui est la profession est capable de faire du C1. Nous savons faire du C1, mais nous l'avons vu tout à l'heure, l'objectif ce sera d'atteindre du C2 dès 2030, donc ça va être un challenge assez important. Cela nous permet d'avoir une première visibilité sur les grandes valeurs phares. On commence, je l'évoquais tout à l'heure, à avoir les ordres de grandeur des kilogrammes de CO2 par mètre carré. Les kilowattheures, on se les est bien appropriés, mais maintenant, il va falloir qu'on ait les ordres de grandeur sur le CO2. Donc, ça nous permet d'avoir des valeurs médianes sur les logements collectifs, sur les maisons individuelles, sur le tertiaire. Et puis, ça nous permet aussi de voir finalement les best practices, les, entre guillemets, champions du bas carbone sur chacune des pratiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour le signaler, nous recherchons le champion de France du bas carbone. Donc, si vous avez des projets qui dépassent les valeurs hautes, par exemple sur le tertiaire, en dessous de 1037, plutôt les valeurs basses, en dessous de 1037 kg de CO2 par mètre carré, n'hésitez pas à nous contacter après. Nous recherchons les champions du bas carbone.
Donc, on commence à avoir des ordres de grandeur sur le neuf. On sait que le C1 est tout à fait atteignable, le C2 extrêmement complexe, et nous avons en tête les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Si on regarde le poids de chacun des contributeurs, on retrouve ce fameux PCE, les produits de construction équipements, on s'aperçoit que les enjeux sont différents. Sur le parc tertiaire, sur les bureaux, le PCE représente 80%, c'est-à-dire que le choix des matériaux est un enjeu crucial. On y reviendra tout à l'heure. Lorsqu'on fait un focus sur les logements et les maisons individuelles, le poids du PCE est plus faible, donc nous aurons un enjeu évidemment sur le choix des matériaux, mais surtout un enjeu très très fort de décarbonation des usages des usages énergétiques. Nous vous présentons à présent un certain nombre de grands piliers. Les piliers s'articulent au travers d'un référentiel qui a été bâti par Carbone 4, qui s'appelle Net Zero Initiative, où nous commençons par un premier grand pilier qui est réduire. Voilà. Avant de se lancer dans des actions complexes, commençons déjà à réduire les besoins et les consommations énergétiques des bâtiments. Sur le pilier numéro 1, première grande tendance programmatique dans le neuf, consommer moins et consommer mieux. Consommer moins, c'est la sobriété énergétique. Je pense qu'elle est acquise par chacun. On va être sur de la conception bioclimatique, on va être sur la diminution des besoins. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qui est évité. Deuxième axe, le choix du vecteur énergétique. On l'a dit, la décarbonation des usages sera un incontournable. Une fois que les usages sont décarbonés, entre guillemets, l'aventure commence. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est un impondérable, c'est incontournable. Et troisième grande tendance qui mérite d'être un petit peu développée, c'est la flexibilisation énergétique des bâtiments qui, nous le pensons, sera un levier clé pour construire un univers de neutralité carbone. La flexibilité énergétique des bâtiments, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, lorsque nous concevons un bâtiment, les infrastructures énergétiques sont souvent conçues de façon normative avec des référentiels. On arrive à des niveaux de puissance très importants. Nous pensons fortement que demain, il ne faudra plus seulement consommer moins, mais il faudra être capable de maîtriser les appels de puissance thermique, de puissance électrique. On parlera de flexibilité. L'enjeu, quel est-il ? L'enjeu est d'avoir des bâtiments qui vont être capables de saisir des opportunités, d'aller consommer de l'énergie thermique et électrique vertueuse, verte, à bas coût, bas carbone, ou à l'inverse, de s'effacer pour permettre à l'échelle nationale de régler, par exemple, des problématiques de production. Donc, le bâtiment flexible sera, la flexibilisation des bâtiments sera un levier majeur pour faciliter la pénétration des énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment, du quartier ou à l'échelle nationale. Si nous poursuivons sur le pilier réduire, le point numéro 2 est le choix des matériaux. Premier axe, construire léger, éviter les surdimensionnements. Encore une fois, on parlait du meilleur kilowattheure qui est celui évité. Pour la matière, c'est la même chose. Deuxième axe, le choix des matériaux. Choisir les matériaux les plus performants en carbone avec évidemment à l'esprit un optimum coût carbone. Je mentionnais tout à l'heure notre hub des prescripteurs bas carbone. C'est bien ça que nous faisons dans le hub des prescripteurs bas carbone. C'est nous construisons un univers de pensée sur l'optimum coût carbone. Troisième levier, l'économie circulaire. Et je vous propose du coup un léger focus sur l'économie circulaire. De quoi s'agit-il? En fait, c'est assez simple à comprendre. Tout à l'heure, je parlais du meilleur kilowattheure qui était celui évité. Sur la matière, c'est la même chose. La meilleure façon de choisir, d'avoir une empreinte PCE, donc les produits de construction, qui soit faible, c'est d'essayer d'éviter, de limiter la consommation de matière. Et du coup, l'économie circulaire est un levier énorme. On retrouve à droite un schéma explicatif où finalement on constate que la priorité est la prévention, donc l'allongement de la durée de vie des équipements, ou le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation directe, la réutilisation de revêtements de sol, de cloisons, de luminaires. Le réemploi est un levier majeur pour permettre d'avoir une empreinte carbone qui soit moindre. Avec deux indicateurs clés qu'il faut avoir à l'esprit, le coût, quel est le coût de la mise en pratique opérationnelle du réemploi, par exemple, et évidemment l'empreinte carbone, puisque l'action de réemploi, les éventuelles actions de reconditionnement, par exemple, peuvent avoir une empreinte carbone qu'il convient de prendre en compte. Donc ça, c'était pour le point numéro 2. Et nous attaquons le point numéro 3, toujours dans ce pilier de réduire son empreinte, maximiser les fonctions et l'usage hébergé. Je vais commencer par un verbatim, quitte à construire un bâtiment autant qu'il soit fortement utilisé. L'enjeu majeur est de réduire le besoin bâtimentaire. Il est inutile de construire des bâtiments avec une empreinte carbone optimisée et des usages décarbonés si les bâtiments sont vides ou très faiblement occupés. Donc, on va parler de deux leviers. Un,
la maximisation de l'intensité d'usage et de la flexibilisation des espaces, le fait de favoriser le multi-usage. Favoriser le multi-usage, c'est par exemple avoir l'audace de construire des bâtiments mixtes, logements, bureaux, avec une utilisation du coup allongée et plus intense, voire même aller vers des espaces serviciels totalement ouverts. On va avoir des bâtiments privés, publics, avec potentiellement des durées d'utilisation qui vont être allongées. On va aller sur un bâtiment qui peut être H24 utilisé. Donc ces nouvelles pratiques de promotion, ces nouvelles façons d'adresser le bilan d'un bâtiment seront, on le pense très fortement, la clé pour diminuer au final le besoin bâtimentaire. Nous pouvons à présent adresser le deuxième pilier qui va être aider les autres. Tout à l'heure, nous étions dans la logique de réduire le besoin et maintenant, on va adresser le pilier numéro 2, aider les autres. 3 axes. La solidarité énergétique, favoriser les partages d'énergie, les échanges, les transferts, la flexibilité énergétique dont nous avons parlé tout à l'heure étant un levier clé. Le deuxième, la mobilité bas carbone avec les transports doux, avoir des locales vélos, des infrastructures permettant la mobilité bas carbone, les véhicules électriques. Et enfin, favoriser à l'échelle du quartier, à l'échelle du territoire, des initiatives exemplaires comme zéro déchet ou des démarches et des initiatives d'agriculture urbaine. Enfin, le dernier pilier, le numéro 1, réduire, le numéro 2, aider les autres. Et dernier grand pilier, augmenter les puits. César l'a fort bien exprimé tout à l'heure, on est vraiment dans le cadre d'une baignoire qui se remplit, qu'on vide avec une bonde. Donc on peut contribuer à augmenter les puits de 2 façons. La première, c'est favoriser l'utilisation de matériaux biosourcés, ossature bois, on le verra tout à l'heure avec des exemples assez concrets, béton de chanvre, laine de bois. Et deuxième axe, limiter l'artificialisation des sols, qui est en augmentation permanente. Tous les 10 ans à peu près, on a l'équivalent d'un département entier artificialisé avec des enjeux, 1, de carbone. On limite du coup potentiellement des puits naturels, des enjeux aussi d'impact sur la biodiversité, mais aussi de souveraineté alimentaire, puisque plus on bétonne, plus on aura des difficultés pour cultiver. Donc voilà pour les 3 grands axes sur la construction neuve. Et vous le verrez tout à l'heure, on retrouve un certain nombre d'éléments sur le parc existant qui est un peu plus complexe à adresser. Nous pouvons à présent parler du chemin de la neutralité carbone sur la rénovation, qui est un enjeu encore plus significatif, puisque horizon 2050, 70% du parc sera de l'existant. Donc en fait, l'enjeu est d'avoir une signature la plus faible possible, une empreinte carbone la plus faible possible sur le neuf, mais malheureusement, ça ne règle rien, car le très très gros enjeu sera le chemin de la neutralité carbone sur la rénovation, et on vous propose à présent d'adresser ce deuxième axe de travail. Avant de parler de la neutralité carbone sur la rénovation, il est essentiel de discuter et de mettre en relief la relation bailleur-locataire. La relation bailleur-locataire, on la retrouve par exemple sur le parc privé locatif lorsque les bâtiments sont adossés à un bilan. On va avoir ce lien bailleur-locataire. C'est essentiel d'en parler parce qu'on le retrouve dans le parc privé locatif, mais on retrouve un petit peu ces dynamiques finalement lorsqu'on a une relation de direction immobilière occupant ou dans le cadre de bâtiments d'État et collectivités. C'est essentiel car en fait, nous avons la conviction que la neutralité carbone, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe entre le bailleur et le locataire. Et du coup, nous vous proposons d'aborder les grandes tendances programmatiques sur le parc existant en tenant compte de ce travail d'équipe propriétaire-locataire. Première tendance forte, on retrouve une analogie évidemment assez forte avec ce qui a été discuté tout à l'heure sur la construction, la maîtrise de l'énergie très très importante. Premier axe, le travail sur l'enveloppe et l'optimisation des besoins climatiques, nous l'avons mentionné tout à l'heure, qui est plutôt à la main du propriétaire. Là où le propriétaire et le locataire vont se retrouver, c'est sur l'usage raisonné, la maîtrise de l'énergie. Et je ne peux que mentionner le concours Cube, qui est un concours d'économie d'énergie, où pendant 1 an, un certain nombre de bâtiments vont essayer de se challenger, de faire le maximum d'économie d'énergie. Aujourd'hui, dans le cadre de Cube, avec des très très faibles investissements, on arrive à atteindre entre 15 et 30% d'économie d'énergie en 1 an. Donc l'usage raisonné et cette collaboration propriétaire-locataire, nous le pensons, est une tendance 1 extrêmement forte et 2 à portée de main. Troisième point, la réduction des usages liés aux activités plutôt à la main du locataire. On va être sur, par exemple, le parc informatique, les appareillages spécifiques, l'éclairage, tout ce qui est à la main du locataire.
Deuxième tendance, la maximisation des services et de l'intensité d'usage. Nous l'avons évoqué précédemment, mais quelle est la déclinaison propriétaire-locataire? Pour le propriétaire, ça va être imaginer, designer des espaces qui vont favoriser une forte densité et permettre potentiellement du multi-usage. Et pour le locataire, prendre des initiatives pour augmenter la fonctionnalité du bâtiment. Deuxième axe, la facilitation de la mobilité électrique et des mobilités décarbonées, où on va retrouver encore une fois cette dichotomie propriétaire-locataire, le propriétaire qui va plutôt être sur les sujets infrastructures décarbonées, et le locataire qui va contribuer à développer des usages décarbonés à l'échelle de ces services. Troisième tendance, le choix des matériaux. On retrouve encore les mêmes éléments, la conservation maximale des matériaux existants. Et là, le réemploi va être un levier majeur. Nous l'avons mentionné tout à l'heure sur le parc neuf, mais dans l'existant, c'est un sujet fondamental sur lequel nous travaillons d'ores et déjà. Et nous en avons la conviction, ce sera d'ailleurs probablement des labels d'anticipation dans la future RE 2020, où le réemploi sera mis à l'honneur, tout comme le carbone l'a été par le passé. Donc ça, c'est le premier levier extrêmement important qui rejoint l'économie circulaire que nous avons mentionné précédemment. Ensuite, le choix des matériaux. Une fois qu'on a maximisé le réemploi, on est obligé d'aller chercher des nouveaux matériaux, donc on va essayer de travailler sur des choses avec des empreintes qui soient les plus performantes possibles. Et enfin, les matériaux biosourcés, pareil, nous l'avons évoqué précédemment. Quatrième tendance forte, le mix énergétique décarboné, cette notion le fait de décarboner les usages qui est un incontournable, un impondérable de la stratégie nationale bas carbone, avec le propriétaire qui lui va plutôt être à l'échelle du bâtiment, qui va travailler sur la production d'énergie renouvelable et de récupération. Les énergies de récupération, ça va être travailler sur la chaleur fatale, sur l'air extrait, sur les eaux grises. Finalement, essayer de limiter au maximum les pertes et introduire des énergies renouvelables. Et le locataire qui potentiellement peut se lancer dans des achats d'énergie verte, sachant que nous le rementionnerons tout à l'heure, ce n'est pas un droit au gaspillage, l'énergie verte, mais ça va être plutôt une notion de contribution, nous en parlons dans quelques instants. Et deuxième axe, la flexibilité énergétique. L'IFPEB mène beaucoup de travaux sur la flexibilité énergétique et aujourd'hui elle est intrinsèque. En fait, dans l'ensemble des bâtiments tertiaires, on estime qu'il existe potentiellement entre 2 et 3 gigawatts de flexibilité intrinsèque qui n'est pas valorisée car pas ancrée dans les pratiques. Donc ce virage vers la flexibilisation des usages sera une tendance extrêmement forte qu'il faut adresser d'ores et déjà car la flexibilité est là, elle est dormante. Et donc à nous de nous engager pour aller chercher ces leviers qui nous aideront à aller vers la neutralité carbone. Cinquième tendance, la maximisation des services à intensité d'usage. Nous l'avons mentionné, avec notamment des dispositifs de contribution et non compensation pour augmenter les puits de captation de carbone et aussi la mesure réelle et dynamique des impacts, car sur la notion d'augmenter les puits, l'idée n'est pas seulement on ne parlera pas de compensation, on parlera plutôt de contribution quand on va aider, on va concourir à créer potentiellement des puits de captation. Et enfin, la dernière tendance, le maintien des performances. Une fois qu'on a décarboné les usages, qu'on a diminué au maximum les besoins de matériaux et qu'on est allé chercher des matériaux avec des empreintes carbone qui soient les plus performantes possibles, on va travailler sur deux axes. Le premier, une maintenance évidemment attentive qui est très bien maîtrisée par la profession aujourd'hui pour maximiser les performances et les durées de vie des équipements. Et aussi la notion de recommissioning sur les cycles immobiliers. On va refaire des réglages fins pour s'assurer qu'en fonction de l'évolution des usages, de l'utilisation des espaces, on est toujours sur un réglage fin pour éviter le gaspillage et les dépenses inutiles. Donc voilà pour les 6 grandes tendances que nous allons avoir sur la rénovation. Nous avons à présent abordé les grandes tendances programmatiques pour le neuf, les grandes tendances programmatiques pour la rénovation, et donc nous allons pouvoir commencer à aborder la notion de feuille de route horizon 2050. Donc, premier point important à avoir à l'esprit, c'est l'enjeu des cycles immobiliers. Très important, il est essentiel de prendre en compte les cycles immobiliers dans la définition d'une feuille de route neutralité carbone. Finalement, quand on prend du recul, 2050, c'est 3 grands cycles immobiliers. Si on part sur des baux de 9 ans, dans 3 cycles immobiliers, nous arrivons en 2050. Les cycles immobiliers sont essentiels puisqu'un certain nombre de travaux sont beaucoup plus simples à réaliser en site non occupé qu'en site occupé. Donc, il est essentiel de tenir compte de ces différents cycles dans la définition d'une feuille de route neutralité carbone. Et donc, on vous propose à présent,
avec l'ensemble des éléments et des outils que nous avons évoqués, de faire un inventaire de l'ensemble des outils qui existent et de nous projeter dans la construction progressive de cette feuille de route horizon 2050. Alors, bonjour à tous, Cédric Brel, donc directeur de l'IFPEB. Un petit changement d'interlocuteur non numérique pour une fois. On aime bien l'ancien monde aussi. Alors, tout le jeu, effectivement, on a parlé des grands principes programmatiques. Derrière, vous savez tous qu'il y a des euros. Il y a bien sûr des tonnes, des kilos de CO2. Il y a des euros investis et il y a une efficacité de l'euro investi sur l'ensemble des postes que Christophe a pu déployer. Donc, je reviens sur l'objectif de zéro émission en usage du bâtiment. Ça veut dire qu'il va, voilà, pour me restreindre simplement au périmètre énergétique, du scope 2 du bâtiment, au scope 1, scope 2, et je me place dans un bâtiment qui est à X kilos de CO2, Y, mettons 600, 700 kWh par mètre carré par an. C'est un bâtiment que vous avez dans votre parc et sur lequel vous allez devoir travailler. À droite de la flèche, vous avez le seuil mini technologiquement accessible en termes de consommation. Il y aura des consommations incompressibles à droite que vous atteindrez grâce à un effort important d'investissement. Seuil, alors c'est pas les seuils du décret tertiaire sur lesquels on est tous en train de travailler, mais c'est les seuils qui sont, on va dire, qui seront compatibles avec la neutralité carbone. Alors j'avance dans l'histoire et on peut faire Cube 2020. C'est vraiment mobilisation des usages, c'est vraiment la mobilisation d'un meilleur pilotage du bâtiment pendant un an avec un très faible taux d'investissement. Quand on règle les bâtiments mal réglés, on fait 10, 15, 20, 25. Et il y en a même qui ont dépassé les 40 et les 50% l'an dernier. On ne le croyait pas, on les a audités, mais c'est vrai. Et donc, si vous faites du cube que usage, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un rétro-commissioning, qui est bien cette opération de reprise en main de toutes les installations techniques et de réglage fin des installations techniques et tout ce qui est le micro-investissement avec des ROI inférieurs à 3 ans sur l'ensemble de la nomenclature technique, généralement sur les systèmes fluides. Vous pouvez faire les deux d'un coup, voilà, pour celui qui a gagné le lauréat de l'an dernier, vous pouvez faire les deux d'un coup. Et ensuite, ensuite, il y a des contrats plus complexes et la flèche en bas, c'est l'euro investi. Elle est un peu cachée derrière IFPEB et Carbone 4, mais derrière ça, l'échelle, j'alerte sur le fait qu'elle est logarithmique en dessous. On est à 10 € quand on fait, un peu moins même quand on fait du cube. En rétro-commissioning, on peut monter jusqu'à 40, 50 €, un peu plus. Et on fait des choses extrêmement simples et extrêmement rentables. Et l'échelle est logarithmique. Donc, on continue à avancer. Et l'outil qui devait être on peut faire un CPE. Alors, le CPE, depuis sa popularité dans le Grenelle de l'environnement, c'est un peu scindé entre un CPE fourniture-service et un CPE travaux dans lequel le contrat de performance énergétique est un bouquet qui permet de traiter un certain nombre d'enjeux architecturaux, mais surtout des enjeux énergétiques, et dans lequel on imagine que le contractant a des obligations de résultat, et donc ça avait mis en œuvre l'ensemble des sujets de garantie de résultat, voilà, et mis des boîtes à outils sur la table pour réussir ces contrats qui ont déjà, quand on regarde l'échelle du bas, une très grande composante de construction, bien davantage que dans le rétro-commissioning ou dans les services. Mais là, le seul sujet, c'est que dans le cycle patrimonial, un CPE, on n'atteint pas la complète vérité qui sera le grand saut vers ce qui est à droite de l'échelle. Et ce grand saut est très, très compliqué à imaginer. On imagine que là, il va y avoir un énorme capex qui nous fait faire le grand saut. Et le sujet, c'est si vous êtes propriétaire d'un parc non liquide, un parc public, ou si vous êtes propriétaire d'un bâtiment avec un bilan locatif, comment est-ce que vous organisez l'affiliation de toutes ces opérations? Bien sûr, tout ce qui est à gauche de l'écran, vous pouvez le faire de suite. Et bien sûr, se pose la question du grand saut vers la droite avec deux questions. Quelle est la norme d'arrivée? Si je vous donnais un argent infini qui vous permettait d'investir sur l'axe de l'investissement, quelle serait votre norme d'arrivée? Est-ce que vous seriez BBC? Peut-être. Est-ce que vous seriez passif? Vraiment? Est-ce que vous iriez vers des très hauts standards de performance énergétique, mais quid du confort? On a vu des contre-performances dans des bâtiments très spécifiques. Donc, il y a une question encore, il y a encore une question malheureusement à ce stade de la norme d'arrivée du grand saut. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie question qu'on vous proposera de tenter de résoudre.
Le sujet ensuite, c'est de faire le pont de faire le pont et de connaître finalement quelle est la rationalité sur laquelle on opère. J'attire votre attention dans tout ce qui est à gauche du cadran. Alors, je parlais de l'interacting après, mais tout ce qui est à gauche du cadran, en fait, ce sont des opérations qui, en maîtrise d'ouvrage, généralement se mènent en site occupé et qui ont une rationalité énergétique. On fait ça pour les beaux yeux de l'énergie ou des émissions de gaz à effet de serre, et on leur demande du ROI, et on tient ces prestataires sur des objectifs énergétiques. À droite, finalement, les gens qui font le grand saut, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage publique ou que ce soit de la maîtrise d'ouvrage privée, sont des gens qui sont dans une logique d'investissement. On est généralement au-dessus de 1500 € par mètre carré, et on a une logique de réinvestissement complet sur le bâtiment qui est repositionné dans son marché locatif ou qui est traité très complètement dans les rénovations profondes que font les maîtrises d'ouvrage publiques. Et entre les deux, on ne sait pas. On a vu des CPE qui étaient un peu énergie, mais on rajoutait 10 millions d'euros de travaux divers qui ne se référaient pas à l'énergie. On est dans un bouquet de travaux qui était moite-moite, voilà, et du coup qui pose la question de reprendre le bâtiment pour lui faire le grand saut sur la droite du cadran. Voilà. Les bâtiments qui s'arrêtent en milieu d'histoire. C'est vraiment la question de savoir comment ils vont faire le saut. L'interacting, c'est simplement une modalité qui permet simplement de capitaliser les résultats pour les réinvestir. Mais on peut imaginer que cette pierre qui roule, dans les meilleurs exemples, amasse suffisamment d'économies pour imaginer des sauts importants. Voilà, c'est juste une boîte à outils, mais ça peut se faire dans le bilan du privé ou ça peut se faire dans d'autres bilans d'exploitation. Voilà un peu pour l'inventaire des outils qui se prêtent à vous, et toute la question du futur de nos études. Je passerai la parole tout de suite à Christophe pour qu'il vous en donne la perspective. C'est vraiment de savoir comment, en 3 beaux et demi et en 30 ans de maîtrise d'ouvrage public, on écrit l'histoire jusqu'aux pointillés qui sont en bas à droite. Je vous remercie. Je repasse la parole à Christophe. Merci Cédric. Donc vous l'avez compris, tout à l'heure, nous avons pu partager ensemble un certain nombre de tendances programmatiques sur le neuf et l'existant. Cédric nous a présenté l'ensemble de l'inventaire des outils avec cet équilibre économie carbone, investissement. Et finalement, une question qui demeure est la norme d'arrivée. On parle d'un équivalent BBC, mais est-ce qu'on va aller vers le passif, vers le BPOS, sachant qu'il ne faut pas uniquement regarder la norme énergétique, mais il faut aussi tenir compte du confort, de la qualité d'air, de la notion d'intensité d'usage. Et pour bâtir une feuille de route qui soit rationnelle, il faut réimaginer des bilans dans le cadre de cycles immobiliers avec des vrais outils concrets, contractuels et des solutions à mettre en œuvre. Donc, nous vous proposerons par la suite de réfléchir à cette norme d'arrivée et ce sera forcément la prochaine étape sur le chemin de la neutralité carbone. Voilà pour l'ensemble des tendances programmatives et le sujet de la neutralité. On vous propose à présent 3 témoignages qui vont vraiment illustrer dans le cas du neuf, de l'existant et des solutions concrètes pour aller vers la neutralité carbone. Et je laisse tout de suite la parole à Julien Brisebourg, qui est référent construction bois et carbone chez Bouygues Immobilier, qui va nous proposer la présentation d'un formidable projet sur lequel Bouygues Immobilier vient de réaliser le projet. Julien, c'est à toi. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, Julien Brisebourg, donc je suis référent construction bois pour Bouygues Immobilier, aussi bien sur le tertiaire que sur le logement et même sur le quartier, avec notre filiale qui s'appelle Urbanera. Donc, on est promoteur immobilier. Et donc, du coup, moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet sur la zone de Clichy-Batignolles, un projet de bureau qui s'appelle Enjoy. Alors, si on peut passer à la slide suivante. Donc, c'est un projet près de la gare Saint-Lazare où on vient poser notre bâtiment sur une dalle existante au-dessus de la SNCF. Et donc, il se développe sur 7 niveaux, 17 000 m², avec au rez-de-chaussée des commerces et puis une partie de RIE. Donc, on a deux architectes sur notre opération, que vous voyez là, Baumschlager et Berley Escape.
Et puis, je vous ai mis aussi deux acteurs assez incontournables quand on fait, il en manquait même un troisième, quand on fait du bas carbone. On a le bureau d'études environnement qui est une affaire, un bureau d'études structure, on voit que la structure a un fort impact sur le carbone, IA ingénierie, et un que j'ai pas mentionné, c'est le bureau d'études aussi fluide, qui est Barbanel, qui est aussi un élément très important. Il faut, un des enseignements de ce genre de bâtiment, c'est que quand on veut réduire l'impact carbone de nos bâtiments, il faut vraiment le prendre dès le départ et que ça devienne un paramètre à prendre en compte au même titre que les autres éléments du projet. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Donc, comment on a fait du bas carbone sur cette opération-là? On va dire qu'on a utilisé 4 points. Le plus important, c'est qu'on a construit en bois. C'est-à-dire qu'on a notre rez-de-chaussée, qui est, lui, en béton. Et après, on a tous nos niveaux en structure bois, donc aussi bien en façade. On voit sur la photo en bas, là, à droite, il y a une partie où on voit les poteaux structurels le long de la façade. Et après, on a nos planchers qui sont aussi en bois. On voit la sous-face des solives bois qui sont restées apparentes. Et puis aussi, devant ces poteaux bois, on a un mur isolé en structure ossature bois. Donc, on a maximisé, on va dire, l'utilisation du bois, tout en gardant à l'esprit le bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire que le bois est là quand c'est vraiment intéressant. Et par contre, sur les cages d'escalier et d'ascenseur, on est resté sur une structure un peu plus traditionnelle en béton, et idem pour les rez-de-chaussée pour des besoins techniques. Ensuite, on est raccordé au CPCU, qui est un petit peu à énergie verte. On a une consommation d'énergie au maximum réduite. On est sur un bâtiment Green Office. Et puis, on a un parking mutualisé un peu, j'ai envie de dire un peu par la force des choses, parce qu'on ne pouvait pas mettre de parking en infra, parce qu'on a les voies SNCF en dessous, mais on les a mutualisés donc avec un bâtiment d'à côté. Et donc, tout ça nous permet d'être sur ce bâtiment. Alors, il faut savoir que ce bâtiment, il était en étude en 2016 et on l'a livré fin 2018. Donc, on était vraiment au début des études bas carbone. Et donc, si on positionne dans l'échiquier de la réglementation et des labels, il se positionne en E3C1. E3 parce qu'on est BPOS. Et C1, j'ai mis une grâce à la conception parce que on voit qu'on est C1, donc on voit qu'on a fait des efforts. Donc, on voit que notre conception est quand même pas trop mal. Mais on n'a pas non plus, on n'a pas réussi à aller jusqu'au C2. Ce qu'on aurait bien aimé, mais on voit qu'aujourd'hui, on a encore eu des freins. Et pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux émissions de gaz à effet de serre qui étaient évoquées auparavant, sur tout ce qui est produit de construction d'équipement, on est à 965 kg par mètre carré. Donc, on est tout juste en dessous des 1000. Et puis par rapport au total, en prenant les 4 contributeurs, on est à un petit peu en dessous de 1300. Donc on ne serait pas champion du bas carbone d'après l'IFPEB. Mais comme tout ça, Julien, je me permets d'intervenir si vous êtes champion du bas carbone. Je te laisse poursuivre. Et ça n'empêche que avec ces éléments-là, on réduit quand même nos émissions par rapport, on va dire, à une production normale de bâtiments de 15%. On est encore qu'au début de l'histoire, hein, donc il y a encore des choses à faire, mais on voit qu'on avance. Donc si on passe à la slide suivante, là j'ai vraiment pris le levier, sur la slide suivante, j'ai pris le levier vraiment le plus important sur le bas carbone sur ce projet-là, qui est le bois. Et donc l'IFPEB m'avait demandé de mettre un peu outre ces avantages que beaucoup de gens connaissent, qui sont le puits carbone, on voit qu'on a pu le laisser apparent en intérieur, donc ça apporte un autre confort d'usage et d'utilisation au preneur qui est AXA. Là, j'ai voulu mettre en lumière un peu les points de difficulté qu'on avait rencontrés sur le projet avec cette structure bois. Donc, on a vu que, faut remettre aussi dans le contexte de début des travaux en 2017 à peu près.
Et donc, c'était pour la filière bois, c'était un gros chantier, 17 000 m² en structure bois. Il n'y en avait pas eu beaucoup avant. Il y en a eu quelques-uns d'autres depuis, fait après, mais à l'époque, c'était quand même assez important comme projet. Donc voilà, on voit que la filière était encore naissante sur ce type d'ouvrage un peu gros. Pour nous, il a fallu aussi intégrer des nouveaux partenaires. C'est-à-dire que les charpentiers bois n'étaient pas identifiés comme partenaires spécifiques. Donc là, il a fallu intégrer cette dimension-là aussi. Donc, nouer des nouveaux partenariats avec des nouvelles entreprises. Il a fallu aussi, pendant les études, on s'est aperçu que voilà, il y avait des sujets de réglementation sur la façade, en particulier. Donc là, il a fallu qu'on passe par une ATEX. Donc une ATEX, avis technique expérimental, enfin une appréciation technique expérimentale, pardon, qui nous oblige à passer par le CSTB. Donc là, on a eu quelques difficultés à obtenir cette ATEX-là, quelques retards. Et puis après, dans le genre de bâtiment nouveau, il y a des sujets acoustiques et incendie qui sont assez primordiaux à régler. Donc il faut voilà pourquoi je disais au début, le bureau d'études structure est très important parce que voilà, dès qu'on innove un peu dans la structure, il nous faut des partenaires qui soient assez capés, qui aient l'habitude de ce genre de situation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bâtiment. Merci Julien, merci à toi, merci à Bouygues Immobilier. Juste avant de faire la transition, c'est aussi pour ça que je faisais un clin d'œil en disant que vous êtes des champions du bas carbone parce que c'est un projet précurseur dans la démarche et c'est extrêmement important de partager les difficultés et surtout les solutions que vous avez su trouver pour mettre en œuvre ce type de projet. Parce que voilà, l'idée, c'est pas juste de se dire c'est génial de faire des ossature bois, mais c'est de partager ensemble les bonnes pratiques, les solutions. Et c'est aussi ça la démarche que nous souhaitons animer. Merci Julien. Et du coup, c'est juste pour en finir, juste pour compléter ça, on se sert de cette expérience-là, nous, aujourd'hui, pour recréer d'autres bâtiments dans ce principe. Voilà. L'idée, c'est de capitaliser aussi sur ce qu'on a fait. Yes, super. Merci Julien. Merci. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Nous vous proposerons un moment d'échange tout à l'heure. Moi, j'ai l'ensemble des questions sous les yeux, donc tout à l'heure, on viendra apporter des éléments de réponse. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous fera des réponses évidemment à l'issue du webinaire. Je donne tout de suite la parole à Cindy qui va nous parler de l'énergie du sol. Cindy, c'est à toi. Merci. Donc bonjour, je suis donc Cindy Demichel, cofondatrice de Celsius Énergie. Celsius Énergie qui est une société issue de Schlumberger, leader du forage et de la caractérisation du sous-sol. Et la mission de Celsius Énergie, c'est de connecter les bâtiments à l'énergie de la terre pour les chauffer et pour les refroidir. Donc 70% de la consommation énergétique d'un bâtiment de type tertiaire est en général donc utilisée pour faire du chaud et du froid. Et en fait, ce qui tombe bien, c'est que cette énergie est disponible dans leur sous-sol. Donc, la mission de Celsius, ça va être de les connecter. Ça s'appelle la géothermie. La géothermie, on ne l'a pas inventée. C'est une ressource qui est utilisée de façon séculaire, millénaire, ancestrale. Et la spécificité que nous y apportons, c'est de la rendre accessible à tout bâtiment au cœur de nos villes, là où on n'a pas beaucoup d'espace. Et le cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc l'installation de cette solution dans un bâtiment typique, 3000 m². On peut passer à la slide suivante si tu veux bien, Christophe. Dans un bâtiment donc typique en région parisienne de 3000 m² de bureaux, donc avec une centaine d'employés sur site. C'est un bâtiment du technocentre de Schlumberger à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, et qui a des besoins de chaud, de froid typiques, relativement équilibrés. Et l'idée de ce démonstrateur, c'est de débrancher le gaz et de connecter le bâtiment à la terre pour donc chauffer en éliminant les émissions de CO2, donc avec une énergie décarbonée, et de refroidir, donc de climatiser d'une autre façon. Donc l'installation de cette solution a demandé plusieurs étapes. Donc la première, c'est évidemment le dimensionnement des besoins thermiques et puis l'analyse du potentiel thermique du sous-sol. Donc là, c'est vraiment l'expertise de Schlumberger avec toute notre compétence de caractérisation du sous-sol, des capacités thermiques, etc., alliée avec le dimensionnement, l'analyse des besoins thermiques du bâtiment. Donc là, on a une petite fenêtre supplémentaire sur l'écran, mais tout va bien, ce n'est pas grave.
Merci. Et puis la troisième partie qui est donc l'installation, où là toute la spécificité donc développée par Celsius, c'est de partir d'un seul point, donc de quelques places de parking pour l'installation de ces forages. Alors à l'inverse de ce qui est pratiqué aujourd'hui, où on a des forages verticaux qu'on doit espacer selon les règles de l'art de 10 mètres chacun, donc on quadrille un très grand terrain de puits verticaux en géothermie classique, donc ce qui aboutit à un besoin de foncier incroyable. Nous, on a besoin de quelques places de parking pendant l'installation. On se met à un point et on va donc forer des puits verticaux pour aller chercher l'énergie du sous-sol. Donc, pendant l'installation, quelques places de parking. Et puis, une fois que c'est terminé, on revient et on ferme tout. Donc, pendant cette installation, on fait appel à toute cette expertise de forage, de forage dirigé, contrôle de trajectoire, etc. Et on vient capter les calories du sous-sol. Donc là, il s'agit de boucles fermées. On ne capte que les calories du sous-sol avec une perturbation minimale, puisque c'était évidemment le cahier des charges qu'on avait pour ce bâtiment. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des installations qui doivent se faire pendant que l'activité est là et continue, donc avec une perturbation minimale au niveau de l'emprise au sol, au niveau de l'usage du bâtiment. Donc, au niveau également, donc il y a très peu, on s'est adapté vraiment à l'existant avec une adaptation mineure des émetteurs, donc des radiateurs en place. Et le but de tout ça, c'est donc de remplacer ce gaz par cette énergie du sous-sol. Et en cinquième phase, on développe un pilotage donc intelligent de la ressource géothermale qui va elle-même discuter avec les systèmes en place, encore une fois, de contrôle, de contrôle du bâtiment, de contrôle énergétique du bâtiment, de la GTB, etc., grâce à une instrumentation de l'ouvrage souterrain et puis une collection des données en temps réel qui va permettre donc de garantir la performance et la maîtrise énergétique pendant toute la vie de l'ouvrage qui est de plusieurs dizaines d'années, qui correspond plus ou moins à la vie du bâtiment. Donc, les leviers bas carbone de cet ouvrage, donc c'est la slide d'après, une fois construit, si tu veux bien passer à la slide d'après, Christophe, c'est parfait. Donc, cet ouvrage sera donc opérationnel en fin d'année et la solution Celsius va permettre de couvrir 100% des besoins et avec donc une contribution de la géothermie, donc de cette énergie renouvelable de l'ordre de 83%. Donc, en termes de chauffage, on estime donc à une centaine d'euros du mètre carré pour ce bâtiment l'investissement de départ avec des diminutions de charges, hein, puisque finalement on récupère l'énergie du sous-sol et on a juste besoin donc d'alimenter la pompe à chaleur qui va permettre de surélever la température. Donc on a la consommation dont on va avoir besoin et uniquement pour activer la pompe à chaleur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en termes de chauffage, on va diviser par 10 les émissions de CO2 par kilowattheure généré. Donc là, on estime sur ce bâtiment qu'on évite 60 tonnes de CO2 par an et qu'on réduit donc le bilan carbone de façon drastique de l'entreprise hébergée, le scope 2 dont on parlait précédemment. On a également, donc, avec cette solution, réalisé une analyse de cycle de vie dans lequel on montre donc la comparaison, par exemple, avec la solution de référence qui est le gaz aujourd'hui et qui montre que les émissions CO2 qui sont générées par le forage des puits au départ, qui n'est pas complètement anodin non plus, est compensé en 10 mois par le CO2 qu'on aurait émis en consommant du gaz mois après mois. Donc, pour le chaud, moins 90% d'émissions carbone. Et pour le froid, donc on a la possibilité de faire un rafraîchissement passif grâce à l'énergie donc du sous-sol. Donc vraiment en hiver, on récupère les calories du sous-sol pour chauffer le bâtiment. Et en été, on a le bâtiment qui est chaud. Donc on récupère les calories du bâtiment pour les remettre dans le sol. Et en fait, on s'en resservira à la saison suivante donc pour réchauffer le bâtiment. Donc, la vertu de cette climatisation dont on va avoir besoin de plus en plus, c'est de ne pas rejeter d'air chaud dans les rues. Il y a des études donc, par Météo France, CNRS, qui montrent une augmentation de la température des rues jusqu'à 3 degrés, ce qu'on ne fait pas avec ça. Donc, en termes de retour d'expérience, de bénéfices de cette solution pour le bâtiment, ce sont des bénéfices donc, économiques avec un payback dans ce cas de l'ordre de 7 ans,
environnemental avec un facteur 10 sur les émissions carbone pour l'occupant, et en foncier, donc une récupération du toit, hein, où on a ces gros groupes aérothermiques aujourd'hui dont on n'a plus besoin. On peut l'aménager de façon différente, donc un bénéfice urbain, esthétique et évolutif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement, grâce à ce pilotage intelligent, s'adapter aux évolutions d'usage de ce bâtiment. Donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, et ce pourquoi on a aussi besoin de vous, c'est d'étudier de nouveaux cas d'usage et typiquement, étudions vos 5 prochains projets de rénovation thermique ensemble pour comprendre la pertinence d'une telle solution pour votre bâtiment, aller chercher votre énergie, l'énergie sous vos pieds, sous votre bâtiment, et ensemble, donc, aller vers le chemin de la neutralité carbone par l'énergie de la Terre. Voilà, merci Christophe. Merci à toi Cindy, extrêmement clair, et je me permets juste un commentaire. C'est vrai que moi j'avais toujours eu à l'esprit que ce type de technologie, la géothermie, c'était plutôt pour des bâtiments neufs parce qu'il y a des contraintes d'emprise, etc. Et voilà, c'est extraordinaire de voir qu'on peut aussi aller chercher des solutions et les appliquer sur le parc existant avec l'ensemble des avantages que tu as décrits. Donc ça nous ouvre les chakras sur les différentes solutions pour aller chercher la neutralité carbone. Merci. Merci. Nous allons à présent changer de thème. Donc, on a vu un projet neuf avec Bouygues Immobilier, on a vu une solution de décarbonation des usages avec Celsius, et on vous propose à présent d'aller dans le sud avec Postimo, un formidable projet exemplaire de mise en œuvre d'économie circulaire. Et on va tout d'abord avoir une introduction de Benoît Hunal qui est avec nous, qui est directeur technique chez la Postimo. Et Benoît, je te laisse la main. Bonjour à tous. Alors, juste 2 mots sur Postimo et sur ce projet avant que Alain vous fasse un témoignage. Postimo, c'est une grosse foncière de groupe, une foncière d'exploitation du groupe La Poste, 10 000 bâtiments environ, 27% en propriété. Donc, on fait aussi de l'exploitation de bâtiments qu'on loue en majorité. C'est 6,5 millions de mètres carrés. Environ, pour vous donner un petit peu le panel. Et ce sont des bâtiments qui ont 50 ans de moyenne d'âge. Donc, on fait pas mal de rénovations, un peu de construction neuve, mais surtout sur des plateformes industrielles. Et parfois de la déconstruction. Donc, ce témoignage rentre dans ce thème-là, hein, qui est un thème sur l'économie circulaire. Notre lien par rapport à l'IFPEB, nous sommes membres historiques de l'IFPEB. Nous avons été multiples lauréats de Cube 2020. Je veux juste faire une petite parenthèse sur Cube 2020. Cube 2020, ça montre que quand on veut, on peut, sur l'usage. Notamment, nous avons été lauréats sur un trophée carbone de Cube 2020 sur les GES, les émissions GES, et c'est vraiment fondateur. Et je vous engage à participer à Cube, à l'évolution de Cube 2020, puisqu'on arrive maintenant en 2020, ce qui était l'objectif, mais une étape en fait. Et donc ça a beaucoup fédéré au sein de Postimo. Donc je voulais apporter ce témoignage. Je laisse la parole à Alain. Oui, bonjour. Je suis là pour vous présenter la déconstruction du centre de Nice qui était situé sur l'aéroport de Nice, sur une parcelle de 12 000 mètres carrés et avec un immeuble de 10 000 mètres carrés. L'objet initial, c'était donc de restituer la parcelle comme il y a plus de 50 ans à l'aéroport de Nice. Ce sujet de démolition, nous l'avons transformé en fait en sujet de déconstruction, avec un premier objectif, le rendre vertueux sur la gestion des déchets. Mais nous avons ajouté quelques modules en voulant rentrer dans l'économie circulaire, voire même l'économie solidaire et sociale. Je vais passer au deuxième slide. Voilà. Difficile de raconter un projet qui a pris près de 12 mois d'études, de cahiers des charges, d'audits, de diagnostics, d'appels d'offres aussi pour choisir des partenaires motivés par l'économie circulaire, mais aussi un maître d'œuvre pour suivre cette démolition d'immeubles. Bon,
En résumé de ce projet, on peut retrouver les 3 grandes catégories de déchets, hein, les déchets inertes, les matériaux équipements non dangereux dans les zones bleues et les matériaux équipements dangereux qui sont le plomb, l'amiante et les installations techniques. Voilà. Pour les déchets inertes, c'est donc le dur, la céramique et tout ça. Nous avons travaillé sur la réutilisation de ces déchets inertes et le recyclage. En priorité, nous avons inscrit à notre cahier des charges une sorte d'installation de traitement du déchet inerte pour, avec broyeur, concassage, aspiration des isolants, etc., pour sortir un granulat de sable qui a été réutilisé pour les 2 tiers sur notre site pour finir la plateforme et pour un autre tiers revendu à des sociétés de voirie comme Eurovia qui a repris une quantité assez importante, toute la quantité restante de granulats pour le traitement de voirie. Quasiment 100% des déchets inertes ont été soit réutilisés, soit recyclés. Ce qui est déjà un bon sujet. Dans la deuxième partie, nous avons affaire aux équipements immatériaux non dangereux. Nous retrouvons les métaux, les menuiseries, les portes en bois et bien d'autres sujets. Nous avons mené dans cet immeuble une sorte d'audit des ressources et en parallèle aussi des diagnostics techniques sur des installations techniques assez complexes que nous avions sur ce centre pour le rafraîchissement des locaux, des bureaux ou le chauffage. À l'issue de ces différents diagnostics, dans notre plan stratégie était prévu donc un volet de réemploi en fait à l'intention interne pour le groupe et aussi à l'intention externe pour des collectivités, associations ou entreprises intéressées pour réemployer du matériel que nous avions sur Nice et qui pouvait être encore en état de fonctionnement pendant plusieurs années. Pour faire tous ces travaux, nous avons surtout élaboré un gros catalogue de 100 fiches et produits qui nous a permis de diffuser nos ressources vers l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du groupe. Nos clients internes ou externes ont fait leur réservation sur ce catalogue et nous avons ensuite complété notre cahier des charges en fonction des réservations qui nous ont été faites pour déconstruire ces équipements et matériaux de manière soignée et pouvoir donc les mettre sur notre plateforme de stockage à l'intention des collectivités, entreprises, collèges qui sont venus ensuite récupérer les matériels et ressources et équipements dans le cadre de projets qu'ils avaient aussi en cours. Alors, on est passé trop vite, je m'excuse, sur le slide suivant là. Voilà, merci. Donc, la catégorie ce qu'on appelle les DND, les non dangereux, donc a été traité comme un sujet de réemploi, mais aussi de recyclage pour les métaux vers la sidérurgie, le bois ou le plâtre. Et pour les matériaux déchets, on va dire, qui n'étaient pas valorisables, ils sont passés en valorisation de matière énergétique essentiellement. Donc, très peu de déchets en tonnes dans cette catégorie nous est resté à la fin, en fait, en enfouissement. Et j'en viens à la dernière catégorie, les matériaux équipements dangereux, qui sont les équipements climatiques, les chaufferies, les groupes électrogènes, l'électricité, l'éclairage, les caméras, enfin, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là ont fait l'objet d'un réemploi. Et nous avons proposé au groupe Postimo de continuer l'expérimentation en réemployant directement des matériels et équipements sur des immeubles de la Poste, ce que nous avons fait dans le cadre de 3 projets aussi exemplaires. Nous avons réinstallé de nombreux équipements dans des lieux où il n'y avait pas
où les conditions de travail étaient dégradées en termes climatiques. Et aujourd'hui, depuis 12 mois que ces équipements sont déjà posés, nous avons trois lieux très bien traités du point de vue des conditions de travail énergétiques. Mais nous avons aussi répondu à plusieurs associations en leur donnant des sanitaires, en leur donnant des menuiseries, métal, bois, et en leur donnant aussi de la charpente. Je dis en leur donnant car en fait nous l'avons fait gratuitement. Cela nous a coûté un peu, mais il y avait donc dans ce projet une sorte de module social à destination de ces gens qui travaillent dans le cadre de l'économie circulaire et qui veulent faire la démonstration aussi que ça fonctionne. Voilà, donc après, dans la partie de droite, nous avons fait sérieusement toutes les analyses financières, etc. sur ce projet et nous avons un taux de réemploi, moi je ne le vois pas très bien en fait, qui est affiché à 60, sur mon écran, plus de 70%, à 70% et un taux de recyclage à 29%. Nous avons malgré tout fait un gain économique de 295 kg par rapport à une démolition traditionnelle, puisque ce gain s'explique, alors je ne sais pas si on l'explique sur le diaporama, mais voilà, on gagne beaucoup d'argent en valorisant les déchets, en faisant du réemploi, sachant qu'on aurait pu augmenter notre gain économique si on avait vendu nos équipements aussi à l'extérieur, ce que nous n'avons pas fait. Là, on peut passer au slide suivant. Pardon. Alors, la mise en œuvre du réemploi, en fait, et aussi de la valorisation des déchets. Si on parle d'outils, il faut commencer bien sûr par le diag déchets réglementaire, mais aussi ajouter un diag ressources pour identifier tous les équipements pouvant être réemployés, s'il n'y a pas trop de dangerosité à déconstruire certains équipements, et un diagnostic technique pour les installations, s'il y a des installations assez sophistiquées en clim, en chauffage. Voilà, c'est intéressant d'avoir toutes les données et caractéristiques des matériels, y compris leur ancienneté d'ailleurs. Donc, pour cela, il faut faire quelques audits. Ensuite, il faut évaluer, bien sûr, la nature, les quantités, le potentiel de réemploi valorisation, ce que nous avons fait avec des partenaires et que nous avons ensuite traduit dans nos cahiers des charges pour passer à la phase opérationnelle qui s'est déroulée donc au début de l'année 2019 et qui s'est achevée 9 mois plus tard. Donc pour ça, bien sûr, le CCTP les CCTP sont des pièces importantes puisque c'est là qu'on doit expliquer vraiment ce qu'on veut déconstruire, comment on veut le déconstruire et comment on veut le conditionner pour pouvoir ensuite envisager une exploitation de ces équipements. Voilà, le SOGED, bien sûr, est une pièce entreprise que vous connaissez tous. Il prépare un peu le réemploi, la gestion des déchets et tout ça. Donc là, c'est un document sur lequel il faut énormément travailler avec l'entreprise pour qu'elle comprenne bien les objectifs qui sont suivis sur ce type de projet, qui ne sont pas traditionnels. Et donc, on a surtout affaire à des démolisseurs. Il s'agit de faire des bons choix lorsque l'on choisit ses partenaires ou son partenaire, en l'occurrence. Voilà. Là, on peut aller sur le slide suivant. Voilà. Donc, le retour d'expérience, en fait, nous avons calculé nos gains et nos dépenses. Nous avons donc un solde positif non négligeable sur la catégorie des déchets inertes de 175 000 €. Nous avons un déficit sur la catégorie non dangereuse qui concerne les métaux, les sanitaires, tout ce qui est non dangereux, en fait. Alors, pourquoi il est négatif? Surtout, c'est parce que nous n'avons pas fait de produits, nous n'avons pas voulu faire de bénéfices sur les associations, nous n'avons pas voulu faire de bénéfices sur les collectivités et nous n'avons pas voulu faire de bénéfices sur les entreprises. Voilà. Donc, nous avons cédé des produits encore réemployables
par exemple, le transformateur, nos transformateurs électriques et cellules de tension sont partis vers une entreprise assez loin d'ici, mais qui travaille pour l'EDF et qui était intéressé par la récupération de ce type de produit. Le collège de Cannes a profité de nombreux équipements, même de clim, pour lui ses projets à l'interne. Et je passe bien sûr sur l'association Yassou-Camp de Marseille, qui a été bénéficiaire d'un très grand nombre de produits aussi, y compris une charpente que nous avons dû défaire soigneusement. Et pour la défaire, cela nous a coûté par exemple 27 000 € de plus que si on l'avait simplement démoli traditionnellement. Donc en fait, l'objectif du projet, c'était d'être vertueux sur la gestion des déchets, et nous avons ajouté des modules pour entrer vraiment dans l'économie circulaire et voir une sorte d'économie solidaire et avec les associations et tous ceux qui œuvrent pour la neutralité carbone ou pour le réemploi, etc. Car nous pensons aussi que c'est vertueux, que c'est plus vertueux que la matière première qui s'épuise aujourd'hui sur la planète, et qu'il y a des pistes vraiment à ne pas négliger pour réduire les gaz aussi à effet de serre. Voilà. Et pour la catégorie dangereux, l'ambition du projet était de prouver, puisque n'était pas du tout prouvé jusqu'ici, que les installations techniques dans cette catégorie pouvaient être aussi réemployées, et non pas seulement une brique ou un matériel classique, mais aussi des caméras, des clims, des chaufferies, etc. Et donc là, dans cette catégorie, pour notre part, nous avons fait du 100%, ce qui est énorme. À l'intérieur du groupe, 60% et 40% vers l'extérieur du groupe, qui ont profité donc à nos clients. Je ne sais pas s'il y a un dernier slide. Je ne sais plus. Voilà. Alors, en retour d'expérience, il faut bien sûr tenir compte de la réalité économique de la valeur des équipements réemployés, prendre en compte la durée de vie normale du matériau et de son état de vétusté, bien sûr. Et bien sûr, pour faciliter tous les audits et les diagnostics, il faut essayer de retrouver dans les archives ce qu'on appelle les DOE, ou faire localiser les matériaux sur les plans. Plus on est précis, plus on peut donc non pas vendre peut-être, mais aussi vendre ce type d'équipement ou de matériaux. Moins on l'est, plus c'est compliqué. Nous n'avons pas souhaité organiser trop de visites sur le site avec nos clients, uniquement les très gros, mais ensuite tout s'est fait à partir de catalogues où tout était assez précis, et sur le plan juridique aussi d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'ambition du projet, c'était de fixer dans les DCE toutes les méthodologies nécessaires pour que le projet de réemploi réussisse, ainsi que bien sûr la valorisation des déchets, bien sûr. Et le petit plus, c'est que nous avons organisé des chantiers tests de dépose, notamment pour les menuiseries, pour la charpente, pour savoir si l'entrepreneur ne prenait pas trop de risques à défaire les menuiseries dans de bonnes conditions, etc. Donc, pour les catégories d'équipements, je dirais, difficiles à déposer, nous avons prévu aussi cette opération. Et si le cas s'était posé ou c'était trop de danger pour l'entrepreneur, bon, nous n'aurions pas été au bout de la démarche. Mais pour notre cas personnel, nous avons pu aller au bout de toutes les démarches, et nous avons terminé ce projet en septembre 2019. Voilà. Et dans la foulée, même en parallèle de cette opération de déconstruction, nous avons mené plusieurs gros projets de réemploi sur plusieurs immeubles de la Poste, qui se sont donc terminés aussi en juillet 2019 pour ceux qui ont été équipés de CVC et d'autres équipements de rafraîchissement. Voilà. J'espère pas avoir été trop long.
Merci Alain. Non, c'était pas trop long et c'était surtout passionnant. C'est vrai que c'est un projet, on pourrait y passer des heures, tout comme la solution Celsius et le projet d'Enjoy. Et le temps nous est compté. J'en profite pour signaler qu'il y a une vidéo extrêmement sympathique qui a été faite par Postimo et on vous donnera le lien pour découvrir plus en profondeur ce projet tout à fait exemplaire qui nous montre que la neutralité carbone peut aussi être touchée du doigt pas à pas sur le parc existant. On vous propose à présent un moment d'échange, questions-réponses. Il est 15h23, il nous reste 7 minutes. Donc, on va prendre quelques questions générales et quelques questions sur les différents projets qui ont été posés. Alors, on y va, je pioche dans les questions qui ont été posées. La première, c'est une question un peu générale qui est posée sur les outils qui existent aujourd'hui. Donc, on a la base IGNES avec les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Nous avons le label plus et moins là, qui va venir alimenter la RE 2020. Donc, il y a une question générale qui est posée sur voilà, ces outils-là. Quelle est notre opinion sur ces outils? Cédric, je te laisse. Nos opinions, c'est qu'il y a une vraie, enfin, ça va être un vrai progrès de comptabiliser le carbone, bien sûr, dans une réglementation environnementale. C'est vraiment le premier indicateur à faire sortir justement pour avoir des raisons d'arbitrage, pour pouvoir donner un instrument réglementaire pour créer la relation entre les aménageurs et les gens qui construisent en général. Et on est ravis aussi qu'il y ait eu ce virage en fait vers le carbone, puisque au début des travaux, on a participé dans les travaux en 2015-2016, on était sur l'étiquette environnementale des bâtiments avec une acception extrêmement large. On parlait même de fiches de données environnementales du bâtiment pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Mais à un moment, pour l'arbitrage, c'est tout à fait nécessaire de simplifier. Et on voit que le carbone, finalement, est un indicateur qui concentre énormément d'autres champs. L'économie circulaire y participe, etc. Donc, ça tracte un certain nombre de progrès qui sont collinéaires ou qui sont corrélés en fait à des progrès qui ont aussi une expression sur d'autres impacts. En tirant le carbone via l'économie circulaire, on diminue les déchets, etc. Donc, cette simplification, finalement, dans tout l'univers de l'aide à la décision et dans l'évaluation, et donc qui va devenir un instrument de politique publique et d'aménagement, c'est tout à fait sympathique puisque ça va permettre des arbitrages et des habitages publics. Et la construction IGNES est une construction extraordinaire. Il faut penser que depuis que l'ensemble des fabricants, que la normalisation européenne et la normalisation française se sont mis en ordre de bataille pour créer justement un socle de transparence d'impact de la part des fabricants, c'est quelque chose d'assez remarquable. En fait, on est dans une époque où nous faisons parler une élaboration qui a 15-18 ans d'antécédence, un travail de très long terme qu'on arrive enfin à faire parler en aide à la décision. Le processus donc de transparence est là depuis et progresse depuis une dizaine d'années et bien davantage. Et il faut que ça continue. Le message du prescripteur bas carbone, c'est bien demander d'avoir le maximum de FDES, d'avoir davantage de preuves et de transparence environnementale et d'avoir beaucoup de fiches pour pouvoir justement avoir une vraie diversité de conception. Ça, c'est vraiment le cœur du message. Mais de l'autre côté, en fait, on est vraiment maintenant, grâce à toute cette élaboration, on est en capacité de faire parler ces outils pour les objectifs qui nous occupent tous et qui ont été rappelés en début. Donc, c'est une élaboration exemplaire et qui est en train d'arriver dans l'aide à la décision et dans les projets, parce que si on simplifie énormément un projet de construction, c'est quelque chose qui va extrêmement vite, dans lequel on a 1 millier ou 100 milliers de variables possibles sur un projet qu'on réduit à très peu, en très peu de temps. Donc, c'est de l'arbitrage très soutenu et un espace de décision. Et c'est une expérience fantastique que de livrer un bâtiment en ayant fait ce chemin d'arbitrage. En revanche, ça veut dire qu'il faut des outils qu'on demande pragmatiques, rapides, etc., parce que quiconque a connu cette seringue de conception et de construction, c'est qu'il faut des repères extrêmement précis, extrêmement simples pour réussir à faire. Donc, bravo. Enfin, nous, on est partie prenante aussi, comme tout le monde à peu près, mais de cette élaboration de la RE 2020. Et voilà. Donc, on est ravis de l'avoir arrivé maintenant pour cette décennie et ces 30 ans qui commencent. Très bien, merci Cédric. On va prendre une seconde question
Il y a des questions qui ont été posées sur la notion d'intensité d'usage et de densité d'usage qu'on a abordé précédemment. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce que c'est pas trop simplificateur d'avoir un chiffre au mètre carré et donc les enjeux associés. Et est-ce que la densité, la vraie question précise, c'est est-ce que la densité d'usage n'est-elle pas contradictoire avec le fait qu'on consomme peu? C'est ça, oui. Voilà. Alors vraiment, faut comprendre que quitte à chauffer, éclairer un volume, autant l'utiliser intensément et finalement diminuer quelque part par ailleurs le besoin bâtimentaire en fait. Hein. C'est vraiment ça qui est parfaitement clair. Et donc cette intensité d'usage, elle permet justement de penser qu'on a utilisé le crédit carbone pour construire, chauffer, et on utilise de la ressource pour un maximum d'usage. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est quand même célébré dès maintenant dans le décret tertiaire, puisqu'il y a un sujet d'intensité d'usage dans la manière d'évaluer la progression d'un bâtiment. Si un bâtiment fait moins 40% en 2030, mais plus 30% dû à l'intensité d'usage, facialement, il fait moins 10. Et donc, il est possible, le législateur a prévu le fait qu'on puisse justifier de ces variations d'intensité d'usage de manière à pouvoir dire, à utiliser par exemple d'autres dénominateurs, de travailler au poste de travail, de travailler un peu à une expression justement de l'utilité du bâtiment, donc d'avoir un dénominateur qui soit autre chose que les mètres carrés, histoire de rendre compte justement de cette intensité d'usage. On pense que cette boîte à outils du décret tertiaire, elle va être extrêmement évoluée pour justement mapper l'intensité d'usage. Il y avait une autre question sur l'audit énergétique obligatoire. Alors, l'audit, c'est l'audit grande entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement aérien par rapport au détail du bâtiment. Nous, ce qu'on espère, c'est que cette boîte à outils du décret tertiaire, finalement, elle se reporte dans le DPE pour que le DPE explique comment le bâtiment se positionne dans la trajectoire moins 40%, moins 50%, moins 60% qui est sanctifiée par le décret tertiaire, et qu'un audit ne puisse plus être un audit bateau ou un audit qui ne sert à rien ou un audit qui est photocopieuse, et que l'audit de demain, c'est un audit qui s'équipe justement et qui donne la position du bâtiment dans cette grande trajectoire qu'on a pu voir. Voilà, on a vu des cahiers des charges intelligents, quelques-uns, mais c'est parfois l'exception. Voilà. Parfait, merci. On va prendre encore 2 questions et il y en a bien d'autres, hein, donc on prendra le temps d'y répondre par la suite, mais on ne va pas avoir le temps de le faire ensemble en live. La première, c'est une question pour Julien, côté Bouygues Immobilier. La question qui avait été posée, c'est quels ont été les éventuels freins qui potentiellement auraient pu vous permettre d'aller jusqu'au C2? Voilà. Qu'est-ce qui potentiellement aurait pu, quelle solution aurait permis peut-être d'aller plus loin que ça? Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais je pense qu'on a un sujet avec nos panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'on a un champ de photovoltaïque, de panneaux photovoltaïques en toiture. Donc, je pense que ça, si on les avait pas, on aurait réduit notre impact carbone, inévitablement. Mais en plus, à l'époque, la fiche FDES correspondante était assez pénalisante. Donc, on a ce sujet-là, et je pense que on a aussi le sujet sur les faux planchers, c'est-à-dire qu'on avait pris des faux planchers neufs. Et si on avait pris des faux planchers réemployés, par exemple, on aurait réduit drastiquement notre bilan carbone. Je pense que c'est un peu les postes sur les produits de construction et d'équipement qui pourraient nous faire réduire notre impact carbone, et puis avoir un réseau de chaleur un peu plus performant d'un point de vue énergie verte, qui aujourd'hui n'était pas, le CPSU n'était pas forcément très très performant. Si on avait eu une énergie un peu meilleure, comme ce qu'on a vu avec Celsius, peut-être qu'on aurait atteint le C2. Super, merci beaucoup Julien. Et du coup, la transition est plus facile puisque je vais poser une question à Cindy. Cindy, il y a une question très, très pragmatique qui a été posée sur quelle est la surface au sol de notre solution géothermique que tu as présentée tout à l'heure. Ouais, donc la surface au sol, c'est vraiment quelques places de parking. Donc pendant l'installation, et une fois que c'est terminé, on recouvre tout et on retrouve soit les places de parking, le jardin, ce qu'on veut. Donc il y a une empreinte au sol pendant le chantier, donc pendant quelques semaines, et ensuite zéro. Si c'est la question. Ça semble. D'accord, donc c'est la neutralité en surface.
Ok. La neutralité carbone et foncière. Foncière. C'est génial. Très Et bien. on peut mettre du Celsius dans le bois aussi chez Bouygues, hein, pas de souci. D'accord, bon, on vous laisse un petit peu vous recontacter après. Allez, on va prendre une toute dernière question. Certains d'entre vous revenaient un peu sur la notion de flexibilité énergétique et du coup, je vais en parler très rapidement. Dans le cadre de la politique pluriannuelle de l'énergie, nous savons qu'horizon 2035, le mix de la production d'électricité nationale va évoluer. On aura une très forte pénétration des énergies renouvelables et donc d'énergies qui ne sont pas pilotables, qui sont intermittentes. Donc, on aura certains enjeux qui devront être gérés à l'échelle nationale. En hiver, parfois, nous aurons des difficultés à assurer l'ensemble de la puissance. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas coupé chez toi, Cindy. Si ça ne dérange pas. Merci. Donc, lorsque nous serons en hiver, effectivement, nous aurons parfois des vagues abondantes d'électricité produite qui nécessiteront de trouver lorsque nous serons en hiver, parfois nous aurons des nécessités de s'effacer pour limiter le besoin. Et à l'inverse, en été, parfois nous aurons des vagues abondantes d'énergie verte sur le réseau électrique national. Donc, on aura un enjeu de pilotage assez fort et donc il faut flexibiliser les usages. C'est-à-dire que comme nous avons une part de plus en plus importante, nous aurons une part de plus en plus importante d'électricité verte intermittente, c'est vraiment les usages qui seront la clé et donc on parle de flexibilisation des usages. Que signifie le terme flexibilisation? Ça signifie de finalement être capable, à certains moments, en hiver par exemple, de s'effacer ou en été par exemple, d'aller chercher une opportunité de consommer une énergie qui va être bas carbone et potentiellement aussi qui peut être intéressante d'un point de vue économique. Et donc, nous sommes à la recherche de ces gisements de flexibilité. Ce qui est formidable, c'est qu'une étude de l'ADEME montre qu'aujourd'hui, il existe entre 2 et 3 gigawatts de potentiel de flexibilité électrique sur le parc, notamment tertiaire, à l'échelle nationale. C'est une flexibilité dormante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans vos immeubles de bureaux, aujourd'hui, en travaillant très simplement sur des pilotages d'usage électrique fins, sur la mobilité électrique, sur le chauffage avec des équipements spécifiques. Donc, en travaillant finement sur l'ensemble de ces usages, on peut s'effacer ou au contraire faire des décalages d'appels de puissance et donc finalement consommer mieux maîtriser ces appels de puissance. Et cette notion-là, on l'appelle la flexibilisation énergétique. Et nous pensons que la flexibilisation énergétique des bâtiments sera un enjeu très fort de décarbonation et de pénétration des ENR, je pense l'avoir expliqué, mais aussi un gisement économique intéressant, puisqu'on a un nouveau marché qui va voir le jour, puisqu'on va basculer dans un nouveau paradigme qui va être le paradigme de la flexibilisation énergétique des bâtiments. Donc, nous travaillons fort sur le sujet, c'est un nouveau marché émergent et qui sera, nous le pensons, la clé d'un avenir neutre en carbone. Mais ça veut dire qu'on va payer les bâtiments. C'est ça qui est la bonne nouvelle pour tous les gens qui ont des parcs tertiaires. Tout à fait, oui, exactement. Dernier point, certains d'entre vous ont demandé, ont posé des questions sur la flexibilité énergétique, ou sur le hub des prescripteurs bas carbone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ifpeb@ifpeb.fr ou aller sur notre site internet pour rejoindre l'aventure Flex ou l'aventure du hub des prescripteurs bas carbone. On vous propose à présent d'enchaîner sur la conclusion et la suite des travaux que nous menons actuellement sur la neutralité carbone et nous allons faire un appel à l'action très simplement avec 3 grands messages. Le premier, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec le sourire, avec Julien, mais nous sommes à la recherche de projets exemplaires car nous voulons faire la démonstration par l'exemple qu'il est possible d'avoir des projets extrêmement performants au carbone avec une réalité opérationnelle, une réalité de bilan immobilier et un optimum coût versus bilan carbone. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des projets exemplaires. Cela viendra nourrir grandement nos réflexions. Deuxième appel à l'action important, c'est la fameuse norme d'arrivée, c'est-à-dire comment créer dès aujourd'hui les conditions de la neutralité carbone, puisqu'on l'a vu précédemment, lorsqu'on se projette sur les cycles immobiliers, la neutralité carbone, c'est dans 3 cycles immobiliers. Donc, il faut d'ores et déjà manipuler des bilans sur des projets concrets, réfléchir sur des parcs d'immeubles publics, de collèges, etc. et s'imaginer ensemble comment on fait pour arriver à une norme d'arrivée. Et donc, c'est le dernier appel à l'action. Nous souhaitons, dès la rentrée, poursuivre l'ensemble de nos travaux sur le chemin de la neutralité carbone. Nous avons pu identifier
ensemble des pièces du puzzle, on a vu des outils, on a vu des solutions, on a vu des contraintes, mais aussi on voit que concrètement, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être mises en œuvre et on vous propose de rejoindre l'aventure neutralité carbone, sachant que dès la rentrée, nous poursuivrons nos réflexions pour construire ensemble des outils opérationnels sur les parcs privés, sur les parcs publics et créer dès aujourd'hui les conditions de la neutralité carbone à venir. Voilà, merci à tous et du coup, à très bientôt. Le webinaire s'arrête là et bonnes vacances à tous. On se retrouve à la rentrée. Merci. Au revoir à tous.